Bonjour, le Dojosem de Paris est ravi d'accueillir Raymond Olbrich ce samedi 21 mai 2022 qui va nous faire une conférence rencontre sur le thème « Continuer l'esprit de Zazen dans les actes du quotidien ». En tant que jardinier moine zen, Raymond témoigne dans son livre « Sol vivant, paroles vivantes » des questions et réponses qui deviennent aujourd'hui essentielles. Permaculture, écologie, autonomie. Mais place du collectif, attitude d'esprit et rapport sensible à l'environnement comptent aussi parmi les thèmes évoqués dans son livre. Raymond, tu es moine zen et tu pratiques le zen donc depuis une quarantaine d'années dans la lignée de Maître Deshimaru. Et tu fus également jardinier dans les années 70 et après plusieurs expériences parmi les pionniers de l'agriculture biologique et dans des jardins partagés, tu es devenu le jardinier du temple zen de la Gendronnière. Je crois que tu as arrêté il y a peu de temps cette fonction. À la fin de l'année dernière. Oui. Voilà, et ce qui t'a permis d'écrire cet excellent livre que je recommande à tous et que Jonas Andrés a édité chez l'Originel. Jonas va pouvoir dire un mot rapidement sur cette expérience d'éditeur. Tu peux venir dans le cadre. Voilà, et après je te laisse la parole. Moi, je suis ravi que ce livre est paru parce que c'est tout à fait dans la philosophie de notre maison d'édition, c'est-à-dire Olivier Toulouse qui est ici présent et Angélique Delcroix, ils ont visité Raymond pendant 2 ans à la Gendronnière. Il y avait des échanges vivants, il y avait des véritables rencontres. Et tout ça à partir d'une pratique ancienne, le zen, le jardinage, et qui se manifestait ou qui se manifeste maintenant en forme d'un livre accessible à tout le monde et qui, à mon avis, propose un projet sociologique qui va plus loin que la permaculture ou plus loin que le zen. Et aussi, dans la suite de cette publication, il y a des véritables rencontres qui se font ici et maintenant, autour de Paris, avec vous, et ça c'est magnifique. Merci. Merci. Donc à toi Raymond. Bon, merci de m'accueillir. Je me mets debout parce que je suis mieux debout. Je suis ravi d'être ici dans ce lieu. On a programmé déjà, tu te rappelles, il y a 2 ans, on voulait faire une conférence. 3-4 ans même. Oui. Voilà, on n'a jamais pu réaliser ça. Donc là, je suis content d'être ici à cette occasion. Donc voilà. Oui, effectivement, donc j'ai commencé le zen en 81 à la Gendronnière. Et j'ai fréquenté la Gendronnière pendant une vingtaine d'années, ou même plus, avant de y vivre comme responsable du potager pendant une dizaine d'années. Donc j'ai rencontré Maître Deshimaru tout à la fin de sa vie. Il a fait une grande impression sur moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai pratiqué d'une manière intensive jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et dans mon cheminement, il y a eu aussi une période où j'ai expérimenté, on peut dire, la vie monastique à 2 lieux. Un petit temple en Colombie, avec un ancien disciple de Deshimaru qui s'appelle André Lemort. Certains ici le connaissent peut-être. Et pendant 4 ans, j'étais dans ce temple. Et 2 ans à la Gendronnière. Au bout de 2 ans à la Gendronnière, c'est-à-dire au bout de 6 ans de vie monastique, pendant ces temps-là,
je me suis concentré complètement sur le SAMU. Autant que j'ai pas lu, je pense que pendant ces 6 ans, je n'ai presque pas lu un seul livre. Voilà, je n'ai pas eu le temps. C'était très intensif, surtout en Colombie. Et je trouvais que je devenais un peu bête. Donc, à partir de ce constat-là, je me suis dit, pour moi c'est bon, cette expérience de vie monastique, c'était très enrichissant, justement, de laisser toutes ces choses de côté et se concentrer vraiment sur un rythme de vie de temple. Mais je pense que c'est une bonne expérience temporaire, mais c'était pour moi pas une vie pour toujours. Au contraire, je me suis senti poussé à aller vers les grandes questions de la société et retourner dans une vie sociale. Donc je suis resté responsable du potager, mais j'ai plus complètement fait la vie monastique à la Jandonnière. J'ai fait cette vie pendant les camps d'été, les 2 mois des camps d'été, mais plus d'une façon continue. Voilà. La permaculture, c'est quelque chose que j'ai rencontré j'ai entendu parler déjà dans les années 80. C'était à l'époque, d'ailleurs, l'origine de la permaculture, c'est les années 70, le choc pétrolier. Et moi, je l'ai rencontré par des livres à l'époque. Je pense que la première fois que je lis le livre de Masanobu Fukuoka, qui est un des prédécesseurs de la permaculture, je crois que c'était dans les années 90, et à l'origine, cette proposition de la permaculture, ça ne m'a pas tout à fait convaincu, parce que c'était quelque chose qui n'était pas, que j'étais assez sceptique. On proposait simplement de laisser faire la nature, et ce que je voyais dans ces jardins sur la permaculture, c'était qu'ils ne faisaient pas beaucoup de récoltes, quoi. Ils laissaient pousser surtout les mauvais arbres, il n'y avait pas beaucoup de récoltes. Donc ça a mis un petit moment pour que je rencontre ce concept, et pour me rendre compte que c'est quelque chose qui me parlait beaucoup et qui finalement m'a habité plus en plus dans ma pratique de jardinier. Le thème de cette conférence, c'est Zen dans la vie quotidienne. Et ma pratique dans la vie quotidienne, c'était pratiquement depuis que j'ai rencontré Maître Deshimaru, c'était aussi la pratique du jardinage, du maraîchage. J'étais maraîcher professionnel pendant des longues années. Et donc, ça m'a toujours accompagné. La pratique, le jardinage. Il y avait un aller-retour d'expérience qui en a fait une unité pour moi. Et je vais essayer de dessiner un peu qu'est-ce qui est cette expérience, en quoi elle consiste. Et je vais essayer d'éclairer un peu par différents points de vue comment la pratique a influencé mon travail au jardin et vice-versa. Alors, il y a la première fois que je suis venu donc à la Jandonnière, ce qui m'a beaucoup impressionné dès le début,
c'est l'esprit de Samu. C'est quelque chose que je trouvais vraiment formidable. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que avec cette attitude qu'on a dans le travail manuel surtout, cette attitude qui est enseignée par le Zen et qui est pratiquée dans toutes les séchines, que c'était quelque chose qui m'a beaucoup soulagé. Soulagé dans le sens où on est tout le temps en train de chercher un but, tout le temps en train de chercher d'être efficace, d'être performant, d'être rentable, etc. Et là, la proposition, c'était tu fais ton mieux, ou à l'instant présent, tu te débarrasses de tous ces objectifs et tout ça, et tu es simplement là, avec ta pelle, avec ta pioche, avec ta faux, et tu pratiques. Voilà. Et pour moi, c'était comme une révélation. Et à partir de là, à partir de la pratique plus zen, parce que je pense que cet esprit, on ne peut pas le vivre si on ne pratique pas le zazen. Ou une autre méditation, éventuellement, une autre démarche méditative, ou peut-être aussi, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient du zazen et aussi du kiné, puisque c'est un peu l'intermédiaire entre la méditation assise, la méditation en marche et le quotidien, les mouvements et les gestes du quotidien. Alors cette influence, elle est sur plusieurs niveaux. Au niveau physique, au niveau des gestes, quand on est dans le jardin, que ce soit pour faucher, que ce soit pour piocher, que ce soit pour pelleter, je retrouvais quelque chose dans mon corps qui est venu de la posture de zazen, qui est venu aussi de la posture du kiné, puisque dans le kiné, l'appui sur la racine du gros orteil, en fait, c'est universel dans tous les gestes dans le jardin, quand on a un outil à la main et on travaille, c'est toujours la racine du gros orteil, c'est toujours l'appui vers le sol, c'est toujours tendre la colonne vertébrale, et même quand on est dans le mouvement, on est toujours connecté avec la terre, c'est-à-dire il y a comme en zazen, cet appui sur la terre et en même temps cette tension vers le ciel. Voilà, on est dans tous les gestes dans cette situation. Et pour moi, c'était petit à petit, ça s'est pas fait tout de suite, mais j'ai senti que c'était un chemin pour harmoniser tous les gestes dans le jardin. Ça m'a beaucoup aidé aussi quand il faut faire les gestes répétitifs en maraîchage, quand on travaille à la main, il faut biner, il faut piocher, il faut pelleter, et ce sont sur des périodes assez longues. Pendant 1 heure, on fait le même geste, et on trouve un rythme de travail, et toute cette attitude, aussi bien physique et mentale que la pratique nous enseigne et qui nous imprègne, on le retrouve après dans le quotidien de ces mouvements et de ces gestes. Voilà, ça c'est un des éclairages que je veux donner. Au niveau... après, il y a une autre dimension qui est une dimension, moi je dirais, c'est peut-être plus sensible, c'est-à-dire que le rapport avec le monde, le monde en général, mais particulièrement avec la nature, ça m'a beaucoup influencé aussi. Récemment, j'ai lu un poème, on dit que c'est un poème zen. Je regarde la fleur et la fleur me sourit.
Voilà, c'est très zen, non? Je me suis dit, oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette attitude qu'on a, c'est l'attitude, disons, qu'on a en général, surtout aujourd'hui, c'est plus une attitude de s'approprier le monde, hein, de cueillir la fleur, de cueillir, de transformer notre environnement pour pouvoir cultiver, pour pouvoir y vivre, construire une maison, construire des routes. C'est-à-dire, on est très utilitaire, on a un objectif de profiter, de s'approprier l'extérieur, le monde. Alors que là, on est dans une attitude de, moi je l'ai appelé dans le bouquin, je l'ai appelé rentrer en résonance avec le monde. Et rentrer en résonance, c'est pas uniquement une contemplation comme on pourrait le faire envers la nature qui est beau, qui est magnifique, un coucher de soleil, etc. Mais c'est aussi une attitude de résonance, c'est-à-dire le monde autour de moi me répond. La fleur sourit. Et c'est un peu cette expérience qui m'a habité à partir de la pratique du zazen. Et évidemment, cette attitude, elle rejoint un mot que vous connaissez tous, c'est le Mushotoku. Voilà, son but. Et pour moi, cette attitude de Mushotoku, c'est en même temps, c'est pas simplement, ce n'est pas du tout une recommandation morale, hein, dans le sens de ne pas profiter, etc. Mais c'est une attitude envers le monde qui nous enrichit, qui nous épanouit, en fait. Voilà. Ça, c'est un autre éclairage un troisième, ce serait en zazen. Voilà, en zazen, qu'est-ce qu'on fait comme expérience? Ça m'est venu ce matin, pendant le zazen d'ailleurs. Maintenant, on devrait laisser passer les passes-pensées, mais là, il y a des pensées qui me sont venues. Et je me suis dit, mais c'est quoi l'expérience de coup, hein, du mode de coup, hein, c'est quoi comme expérience, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ce qui m'est venu, c'est la vacuité. Oui, la vacuité, le vide. Après, je me suis dit, oui, mais c'est pas simplement le vide, c'est aussi c'est quelque chose de plein aussi. C'est pas vide, c'est en même temps plein. C'est vide, mais plein. Hein, Puis après, il m'est venu quelque chose comme il y a une force, hein, il y a une énergie. Hein, c'est ça aussi ce qu'on fait l'expérience dans le zazen. Hein, il y a de l'énergie, il y a de la force, il y a de la stabilité, on reçoit quelque chose comme on reçoit quelque chose qui nous soutient, hein, dans cette expérience du coup. Et puis on fait aussi l'expérience de l'unité. Hein, ça semble, à première vue, c'est un peu abstrait, mais quand même, en posture de zen, on le vit effectivement. C'est pas seulement symbolique, cette unité, elle est là. Elle est évidente pour un pratiquant qui pratique depuis quelques années cette unité dans laquelle cette réalité-là, on l'expérimente. Et il y a un enseignement à partir de l'expérience de cette unité, il y a l'expérience de l'interdépendance. Et cette interdépendance, on peut la vivre dans le quotidien, l'observer déjà d'une manière, mais aussi le rencontrer dans tout ce qu'on fait dans la vie. On se rend bien compte qu'on est sans arrêt en interdépendance avec les autres, avec le monde, avec les autres êtres vivants, mais aussi avec la matière en soi. Je pense à un artisan qui travaille le bois, il est aussi en interdépendance avec le bois.
Voilà, c'est la même expérience dont j'ai parlé tout à l'heure, la résonance aussi, par rapport à un bois, même qui n'est pas vivant, mais le bois, il répond. Hein, il a une dureté, plus ou moins, il a une structure qui se frotte à l'outil et qui se frotte à moi, etc. C'est une interdépendance qu'on vit sans arrêt. Et au jardin, on fait l'expérience que notre action, elle est très minime par rapport au reste de ce qui se passe dans un jardin. Ce qui est une expérience formidable, évidemment, c'est de mettre une graine dans la terre et il y a quelque chose qui pousse. C'est pas nous qui fabriquons quelque chose, là, hein. La carotte, on la fabrique pas. On crée juste les conditions qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse pousser, et c'est tout. Après, on le reçoit comme un cadeau. C'est là où aussi dans le jardin on est privilégié parce qu'on peut avoir cette expérience-là. C'est une expérience de plus qu'un artisan peut faire avec le bois mort. Voilà. Après, il y a une autre regard que je veux faire. C'est un regard c'est un peu comme dans le Tenzoku-kyun de Dogen. Il décrit l'attitude du Tenzo envers les aliments. Et je pense que, voilà, moi j'ai transposé ça dans mon attitude du jardinier. Voilà, c'est le même hein, que celui du Tenzo. C'est-à-dire cette attention à tout ce qu'il y a, à tout ce qui nous entoure, et cette attitude d'une part que chaque chose a sa place. Hein, il parle de ça, Dogen. Dans la cuisine, on met ce qui doit être en haut, ça doit être en haut, ce qui doit être en bas, ça doit être en bas, etc. Voilà, il y a chaque chose a sa place. Dans un jardin aussi, les êtres vivants, toute la matière, tout a sa place. Et sa juste place. Et cette place, c'est quelque chose qu'on nous invite à respecter. Et ce respect, ce non-jugement et cette non-discrimination, voilà, je trouve que c'est ça qui la pratique m'a appris quand je suis dans le jardin. C'est-à-dire que, bien sûr, on a la tâche de cultiver des légumes pour les récolter, pour les manger. On a un objectif de production, etc. Mais en même temps, on peut avoir aussi cette attitude de non-discrimination où on ne juge pas. C'est pas les légumes qui auraient une valeur et les mauvaises herbes, ils n'ont pas de valeur. C'est pas parce que le fruit qui est pourri, il ne mérite pas de considération que le fruit qui est beau et délicieux. C'est-à-dire on va tout ce qui nous entoure, on va avoir le même respect, la même considération. C'est cette attitude-là que Dogen nous invite dans le Tenzoku-kyun. Quand il dit la bouche du moine, c'est comme un four. Voilà. Hein, c'est pas qu'il peut tout avaler, mais c'est que c'est comme un four dans le sens où tout a la même valeur. Il n'y a pas de hiérarchie. Et si nous cultivons cet esprit-là de non-discrimination, nous sommes vraiment en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Et dans un jardin, c'est d'autant plus vrai. Quand on respecte, après on peut le transposer dans des choses très agronomiques. Hein. Voilà, en permaculture, on ne retourne pas le sol.
Hein. On laisse le sol en place. Parce que ce qui est en haut, ça doit être en haut. Et ce qui est en bas, ça doit être en bas. Et quand je bêche, je mets ce qui est en haut en bas. Et donc, c'est transgresse cet équilibre qui est dans le sol. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans l'agronomie, on a compris ça, donc on essaye de maximum de respecter ces choses-là. Et ça résonne bien avec notre attitude zen, hein, que Dogen nous apprend dans le Tenzokugyo. Après, je vais faire un autre éclairage par rapport au octuple chemin. Hein, vous savez, la souffrance, et puis comment c'est le premier, c'est la souffrance, et puis le deuxième, etc. Et le quatrième, c'est la délivrance de la souffrance, c'est l'octuple chemin. Hein. Vous connaissez ça. Donc, dans l'octuple chemin, il y a 8 recommandations. Je ne le connais pas par cœur comme ça, mais il y a la pensée juste, l'action juste, etc. Puis, il y a les moyens d'existence juste. Voilà, ça m'a interrogé, les moyens d'existence juste. Justement, ça m'interroge par rapport, surtout aujourd'hui, c'est extrêmement, ça me parle extrêmement parce que aujourd'hui, comme nous sommes dans une situation où nous sommes en train de détruire la planète, il est clair que visiblement les moyens d'existence que nous pratiquons ne sont pas justes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout le contraire. On a transgressé cette règle-là. Moi, ça m'a inspiré dans ma pratique du jardinage, mais aussi dans ma vie quotidienne, par rapport à comment je me nourris, comment je me vestis, comment j'habite, comment je me déplace, etc. C'est-à-dire toutes les activités de base de l'être humain. Comment je fais ça sans nuire? Je me rappelle, il y a aussi dans le jardin, comment je peux cultiver sans nuire. C'était une de mes premières questions quand j'ai commencé à faire des petites conférences au jardin. C'était un des premiers questionnements que j'ai mis sur le programme. Est-ce qu'on peut cultiver sans nuire, hein, puisque on va dans un espace où il y a des plantes, il y a des plantes qui sont là et on rase tout et on cultive autre chose. Voilà. Est-ce qu'on peut faire autrement sans nuire, hein? Et c'est la grande question d'aujourd'hui. On se pose la question tous aujourd'hui, comment on peut faire ça sans nuire. Voilà. Donc ça m'a motivé dans ma pratique du jardinage, de revenir sur des techniques et des méthodes davantage manuelles et plus respectueux du lieu où je vis, c'est-à-dire le lieu où je travaille. C'est-à-dire que le jardin, il ne soit pas un champ, on a enlevé toutes les arbres, tous les haies, tout ça, toute l'agriculture moderne, elle ne respecte rien, et on cultive. Voilà, comment on peut faire autrement? On peut faire autrement si on renonce à certains conforts de mécanisation. Et là encore, est-ce vraiment un confort? J'en doute. En tout cas, pour moi, c'était la voie à suivre de retrouver des gestes plus simples, techniquement plus simples, de revenir sur une agriculture, un maraîchage plus manuel. Et je me suis donné ce défi à peu près depuis, voilà, ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'ai essayé de
trouver les moyens de cultiver autrement, avec des petits moyens, avec des outils simples, avec éventuellement ce qu'on appelle aujourd'hui du low-tech, voilà, mais d'aller vers cette direction-là, de simplifier et de diminuer les apports techniques, les machines, etc. Et je pense que c'est ça le chemin à suivre un peu pour toute l'agriculture, c'est-à-dire de diminuer la productivité au lieu de vouloir l'augmenter sans arrêt. Nous sommes aujourd'hui dépendants des machines, nous sommes esclaves des machines, et nous avons... il y a quelqu'un qui a calculé ça, je crois en Europe, on a chacun à peu près une quarantaine d'esclaves à notre service pour pouvoir vivre. Hein? C'est des esclaves qui sont... D'une part, c'est une partie de ces esclaves, ce sont vraiment des personnes, les Chinois, les Vietnamiens, les Bangladesh, etc. Et de l'autre côté, c'est aussi les machines. À travers ces personnes, mais à la fin c'est toujours des personnes, mais nous on les rencontre comme des machines, c'est nos esclaves. Hein, nous on ne voit pas que derrière c'est aussi des personnes, mais on les rencontre comme des machines. En tout cas, moi j'ai expérimenté que oui, dans une certaine sous certaines conditions, on peut très bien descendre la mécanisation sur quelque chose de plus simple. On peut très bien cultiver des légumes, faire des productions, tout en respectant la nature. C'est possible. On peut se donner ces moyens-là. Ça demande un certain effort, ça demande des connaissances, d'apprentissage, des entraînements aussi, etc. Mais c'est... Voilà, donc à partir de les moyens d'existence justes, voilà, pour moi c'était un peu le koan, c'est toujours le koan de ma vie. Donc comment on peut se conformer à cette proposition du Bouddha aujourd'hui dans nos conditions de vie. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, peut-être il y a des personnes qui veulent poser des questions, me proposer quelque chose. Juste un mot, j'ai pas voulu t'interrompre, c'était passionnant. Ouais. Est-ce que tu peux juste définir ce que c'est que la permaculture? La permaculture. La permaculture, pardon. Ouais. Alors, la permaculture, c'est déjà historiquement, moi je dirais, dans le fond, la permaculture, c'est rien d'autre que tout ce que j'ai dit là, s'harmoniser, cultiver en s'harmonisant avec la nature. Voilà. C'est-à-dire que ne pas nuire, c'est-à-dire se placer comme un acteur, entre autres, dans toute cette concert du vivant. Voilà. C'est ça la permaculture finalement. Hein. C'est-à-dire que l'homme, il se place comme un des acteurs. Aujourd'hui, il est l'acteur principal, hein, puisqu'on a transformé la Terre complètement. Hein. C'est nous nous sommes l'acteur principal. Donc, la permaculture propose de prendre la responsabilité de ce fait-là, que nous sommes les acteurs principaux, et de retrouver une harmonie avec la Terre. Parce que vous savez que c'était au début du mois de mars qu'on a dépassé nos ressources en France. Hein, vous connaissez ce jour de dépassement, donc à partir de maintenant, il faudrait se serrer les ceintures, et en fait, on n'a plus rien. Là.
On n'a plus rien à manger, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus aller nulle part, on ne peut plus mettre du chauffage, on ne peut plus mettre de l'essence dans les voitures, théoriquement. Hein, là, on vit sur les réserves qui, normalement, sont destinées aux générations futures. Voilà. Donc, comment faire ça? Mais au-delà de ça, d'une manière historique, la permaculture, il y a eu des précurseurs comme Fukuoka au Japon, mais ça a été vraiment historiquement créé par Bill Mollison et David Hockling, qui sont des Australiens et qui ont fait des études. Enfin, Mollison, il est parti dans le monde entier pour observer comment les gens y cultivent. Et surtout, les gens qui sont encore proches de la nature. Et tous les deux, ils ont développé un esprit d'observation d'abord. C'est-à-dire, dans la permaculture, d'abord, on observe la nature de différentes manières. C'est des observations simples. Hein. On regarde comment pousse un arbre, mais on fait aussi des études scientifiques. Qu'est-ce qui se passe sous terre? Comment ça marche là, entre les champignons, les arbres, les racines, les autres êtres vivants, là, les vers, et les chenilles et tout ça, comment ça marche là, hein, puisque tous ces concerts magnifiques qu'on observe, voilà, de rentrer un peu dans les détails pour voir, mais attends, c'est comment ça marche là. Et à partir de là, d'imiter ce qu'on a appris et juste intervenir un minimum pour respecter tout le vivant qui nous entoure en même temps qu'on produit quelque chose. Voilà. Donc ça a donné lieu à des méthodes d'agriculture, mais aussi la même chose sur l'architecture, sur tout ce qui concerne les techniques, tout ce qui concerne la façon de voir nos déplacements, comment... Voilà, l'idée c'est, quand on transpose sur le concret, du mesurable aussi, c'est l'empreinte écologique, hein, qui est la ligne conducteur, voilà, c'est-à-dire ne pas dépenser plus d'énergie que on a à disposition. Voilà. Et ça implique une descente énergétique. Comment on peut faire ça? D'abord dans l'agriculture, en créant des systèmes diversifiés. Hein, c'est ça la réponse dans l'agriculture. C'est-à-dire ne pas faire... voilà, cette région, on va faire que des céréales. Dans l'autre région, on va faire des vaches. Là, on va faire les moutons. Là, en Roumanie, on va faire les moutons. En Bretagne, on va faire les choux-fleurs. Vous savez que 80% des choux-fleurs qui sont mangés en Europe, ils sont cultivés en Bretagne. C'est une aberration. C'est-à-dire que, voilà, il faut tout... Et après, on transporte tout ça, vous connaissez l'histoire, hein, c'est... Les yaourts, tu vas déjà là, après pour l'emballage là, et pour après ça, donc il a fait 2000 km pour revenir chez vous. Voilà. Voilà, toute cette absurdité-là, voilà, on arrête. On arrête tout ça, on essaie de voir, attends, on va faire les choses un peu plus intelligemment. Là, on est sur le local, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un grand mot dans la permaculture, c'est l'autonomie. Et par rapport à ça, ça veut dire que c'est tout le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Parce que si vous regardez, surtout vous par exemple, vous allez voir que vos besoins fondamentaux, il y a 99% peut-être que vous avez délégué à d'autres. Hein. Parce que
Si on ne cultive pas sa nourriture, on ne produit pas son électricité, pour tout ce qu'on fait, c'est déplacer, c'est vêtir, les vêtements qui sont faits en Chine. Voilà, on a tout délégué. On est très peu autonome. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a des événements un peu exceptionnels, tout de suite, ben, il y a les pénuries par là, les pénuries par là, voilà. Tout d'un coup, ça ne marche plus. C'est un système de délégation qui fait que tout est très fragile. En cas de problème, tout peut s'effondrer. Vous imaginez un grand bug au niveau de l'électricité, comme ça a été le cas aux États-Unis déjà plusieurs fois ces dernières années. Ben, si ça se multiplie un jour, ben, les gens ils sont complètement dépourvus. Ils vont rester coincés dans leur ascenseur et ne plus pouvoir les ordinateurs qui marchent plus. Voilà, il n'y a plus rien qui marche aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est de... Enfin là, on est vraiment allé très loin, très extrême. Donc, la permaculture, c'est l'idée de revenir sur une autonomie déjà au niveau individuel, au moins que je sais faire la cuisine. Hein, il y en a combien qui savent encore faire la cuisine, hein. Et après, est-ce que je peux cultiver un peu de légumes? Ne reste que sur un balcon. Hein. Aujourd'hui, en Paris, je vois, il y a une personne que je connais qui a écrit un livre là-dessus, mon potager sur le balcon. Elle produit pas mal, hein, il faut voir, on peut effectivement, bon, mais bon, ça demande beaucoup il faut amener la terre sur le balcon, quand même. Voilà, c'est pas facile. Mais bon, après, c'est, ouais, est-ce que je peux produire mon propre énergie? Voilà, je vais construire une petite éolienne, là, et avec ça, je fais un peu de courant, voilà, ou je pédale, voilà, voilà. L'idée de la permaculture, c'est ça. Hein, et dans le jardin, c'est tout simplement, voilà, c'est aussi observer la nature et l'imiter. Je ne sais pas si je n'ai pas tout dit sur la permaculture. Après, c'est aussi une méthode de conception, c'est-à-dire quand vous êtes sur une ferme, sur un lieu de vie, la permaculture, elle propose des outils très techniques aussi pour une approche du lieu et pour faire un concept. On parle de design, hein, un concept où doivent être les choses. Par exemple, sur un domaine agricole, on va dire, voilà, je vais faire un jardin, je vais avoir les arbres aromatiques, je vais les avoir là, proche de la maison, puisque c'est là où j'ai besoin. Les légumes, je vais les avoir un peu plus loin. Les poules, je vais les avoir pas trop loin non plus, parce que toutes les choses que je dois m'occuper d'une manière quotidienne, je les fais proche de la maison, logiquement. Il y a simplement dans la permaculture du bon sens. Hein, il y a beaucoup de bon sens. De dire, voilà, ce qui doit être proche, ce qui est loin. Après, les arbres fruitiers, je peux les mettre un peu plus loin. Hein, etc. Voilà, c'est des choses comme ça. Après, il y a une approche de plein de règles de bon sens dans la permaculture. Entre autres, on dit par exemple, le problème c'est la solution. C'est un des principes de Mollison. Il a dit, le problème c'est la solution. Ah oui. c'est pas tout de suite compréhensible, mais c'est un des principes de la permaculture, parce que souvent un problème nous amène à voir quelque chose qu'on n'a pas vu jusque-là et qui nous donne une solution.
hein, parce que c'est peut-être pas si mauvais que là, tout d'un coup, il y a plein de pucerons. Attends, c'est quoi Donc, ça nous indique peut-être que il manque dans les environnements, il manque des insectes qui mangent les pucerons. Et comment je peux les introduire, comment je peux favoriser ça, comment je peux installer quelque chose qui les attire, etc. Voilà. Et donc ainsi, je trouve une solution. Voilà, il y a quelques principes comme ça, il y en a d'autres que je n'ai pas en tête là. Juste une remarque sur cette. C'est un peu comme un koan, le problème c'est voilà. la solution. Et pour les pucerons, alors en agriculture classique, j'imagine, on prend des pesticides et voilà. On passe au Karcher. Oui, et ça devient évidemment un problème pour l'environnement. Voilà. C'est-à-dire on rajoute le problème sur un problème. Voilà. Raymond, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la conférence Paul. Moi, j'habite à la campagne à 40 km d'ici, là dans le sud de Paris. Et la personne qui habite à côté de chez moi, il se dit, il est agriculteur bio. Et je vois les terres autour, il retourne sa terre. Et donc l'autre jour, je me dis, tu retournes la terre, mais tu fais du bio et tu retournes encore la terre. Enfin, maintenant, on entend partout qu'on ne laboure pas comme ça. Et il me répond, mais bien sûr, puisque je mets un engrais vert tout l'hiver, et donc je retourne ma terre, ce qui fait que l'engrais nourrit la terre. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, je suis restée comme ça. Ah bon, enfin bon, je n'ai pas su quoi répondre. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de ta conférence, mais bon, qu'est-ce que tu dis, toi, de ça? Moi, je pense que c'est là où on voit, et moi, je ne veux pas donner des principes et des dogmes. Hein. Hein, moi, j'ai dit, lui, il fait ça, je pense que c'est pas... moi, j'ai rien à dire là-dessus, je n'ai pas à juger ça. Hein. Lui, il a un système dans lequel il essaye, certainement, peut-être aussi, d'appliquer ces principes que je viens de dire. Hein. C'est-à-dire que c'est tout simplement que des fois, on ne sait pas faire autrement, il faut intervenir. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas tout le temps, enfin, j'ai parlé de cette attitude de résonance, on ne peut pas être que dans la résonance. Il y a aussi, puisqu'on doit manger, on a aussi, on intervient, hein, on prend une place, et donc on enlève la place pour d'autres. Hein. Et donc, la façon que là, il a trouvé, c'est un peu une façon intermédiaire. Il fait des engrais verts, donc il est quand même conscient de la structure du sol, de l'humus, etc. Mais techniquement, c'est vrai, il est très difficile de ne pas travailler le sol, surtout si on est en grande culture et on est tout seul à s'occuper de je ne sais pas combien d'hectares de... Voilà. C'est son cas. Donc aujourd'hui aussi, ce qu'il faut changer pour aller vers une agriculture plus respectueuse, c'est de mettre beaucoup plus de personnes dans l'agriculture. Ça semble impensable aujourd'hui, mais moi je pense que 30% de la population doit retourner à la terre. Tous les BPR. Alors qu'on est à 2% là. Ah oui. Voilà, donc comment faire? Il n'y a plus de Évidemment. bien, Il n'y a plus de chômage, oui, voilà. Est-ce qu'on pourra le payer tout ça? Non, je ne sais pas. Mais la nécessité, ce serait ça. Après, il faut s'organiser autrement, socialement, bien sûr. C'est-à-dire, évidemment, ça va avec une descente du standard de vie, hein, d'une certaine manière, hein, sans que ça nous enlève du confort. C'est ça, c'est pas ce que je veux dire, hein, c'est pas descendre le confort, mais c'est descendre le standard de vie. Oui. Oui, je voulais dire qu'en même temps, les BPROA, les brevets pour être agriculteurs et tout ça, ils sont pleins, on ne trouve pas de place.
Et il faut s'inscrire un an à l'avance Pour avoir une formation pour pouvoir s'occuper. Ah bah oui, oui, oui. Et puis il faut savoir aussi que les meilleures terres en ce moment sont accaparées et achetées par les grandes sociétés. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est assez terrifiant, quoi. Oui. Mm. Oui, oui. Ah oui. Je ne sais pas si on va approfondir, c'est pas vraiment le thème, mais oui. C'est les clair. paradoxes, en fait. Oui, oui. Ben, il faut dire qu'on parle beaucoup de permaculture, de transition et tout ça. Ben, moi, ce que je constate, c'est d'une part, ça continue, les pesticides sont en utilisation d'augmentation, les fermes grandissent toujours, c'est-à-dire que on continue de pousser les agriculteurs vers plus de productivité alors voilà, c'est-à-dire il y a 20 ans, on a besoin de 20 vaches pour vivre, maintenant il y a 15 ans c'était 25, il y a 10 ans c'était 30, aujourd'hui c'est 50. Oh, c'est gentil, 50. Non, mais je donne un ordre d'idée. Mais ça... C'est tout le temps en augmentation, c'est-à-dire un seul agriculteur, il doit faire de plus en plus de... Là, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit « j'ai 150 hectares ». Voilà, 150 hectares, vous vous rendez compte, un tout seul. J'ai 150 hectares, mais pour être rentable, il me faut 200 hectares. Voilà, vous comprenez, il y a quelque chose qui va... C'est pas l'agriculture en elle-même, c'est pas... c'est les conditions qu'on donne aux paysans de travailler. C'est-à-dire on les pousse à ça par un système économique qui est complètement calculé là-dessus. Voilà. Mais bon, je ne sais pas si on veut continuer dans ce thème. C'est plutôt pas... C'est pas vraiment le... Moi, ce que j'aimerais bien, parce qui est le sujet du livre... c'est un peu une invitation à chacun de nous de regarder sa vie et de voir, là je vais dire un mot qui est emprunté à la permaculture, qui dit mettons-nous du côté de la solution, hein, et ne restons pas dans la position d'être du côté du problème. Voilà. Comment chacun de nous peut se mettre du côté de la solution. C'est ça un peu la proposition du livre qui donne quelques pistes dans ce sens-là. Voilà, c'est-à-dire de regarder sa vie et de voir comment je peux mettre en conformité avec cette proposition du Bouddha, des moyens d'existence de vie juste, comment je peux m'approcher. Et là, chacun part de quelque chose de différent. Hein. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de mettre une norme ou quelque chose comme ça. C'est simplement, on peut s'aider à s'informer un peu à quel endroit de sa vie je peux aller dans ce sens-là. Hein. Quelles actions ou quelles modifications dans mes habitudes, ou voilà, il y a des pistes qu'on peut trouver. Il y a des choses complètement aberrantes qu'il faut arrêter, c'est prendre des vacances en avion, par exemple. Hein, ça, c'est une absurdité totale, ça, c'est simple à arrêter quand même. Hein, c'est pas un grand confort qu'on va perdre, hein, si on prend plus l'avion pour aller en vacances. On peut aller en vacances un peu moins loin et s'épanouir autant. Voilà. Il y a d'autres pistes qui sont peut-être un peu douloureuses. Moi, par exemple, je fais une démarche depuis 15 ans de réduire mes utilisations de voiture. Et il y en a certains que je trouve faciles. Hein, parce que le vélo, je ne parle pas de Paris, mais à la campagne, si on est sur des petites routes, c'est super. C'est plutôt un gain de confort. Ce n'est pas une perte de confort si je peux rouler à vélo au lieu de rouler en voiture.
D'autres vont être un peu plus douloureux parce que pour réduire la fracture sur des plus grandes distances, ça demande un certain effort. C'est-à-dire il faut entraîner son corps, mais à la longue, ça nous donne plus d'autonomie, plus de puissance et une certaine satisfaction. Voilà. Donc, à chacun de voir d'où il vient, où il est, sur quel standard de vie, en sachant que c'est nous, enfin je parle nous les riches entre guillemets, parce que la pollution, enfin les émissions carbone, ils sont émis par nous, par les riches, par les 20%. Il y a 80% qui sont émis par les 20%. Et les 20% de la population, nous, on fait partie. Enfin, tous ceux qui, à partir du SMIC, voilà, au-dessus, on est dans les 20%. Donc, ça, il faut le savoir. C'est vraiment à nous, c'est pas les Africains ni les Chinois, c'est nous qui. Enfin, une partie des Chinois aussi, bien sûr. Une partie des Africains aussi, bien sûr. Mais ceux qui sont vraiment nombreux, c'est nous. C'est quand même nous. Enfin, nous, on peut vraiment faire quelque chose. Nous, on a la possibilité de faire quelque chose. Ouais. J'ai vu une réflexion intéressante sur les États-Unis. En fait, ils sont confrontés à un problème de perte de sol, surtout dans le Midwest, où ils labourent et donc ils sont surtout en système classique, chimique, etc. Et tous les sols sont érodés et partent dans le Mississippi. Et il y a un mouvement en ce moment qui est de préconiser l'agriculture sans labour. Et dans le cadre de ce mouvement, le fondateur a fait des entretiens avec des agriculteurs et leur a demandé pourquoi ils restaient attachés à ce système où ils sont dans leur tracteur en train de labourer. Et les trois réponses qu'ils donnent, c'est pour faire propre, pour se sentir utile, ils se sentent vraiment utiles d'avoir agi à grande échelle. Et la troisième, c'est pour méditer. Et ils disent que quand ils sont dans un tracteur, et qu'ils sont sur des centaines d'hectares en train de faire des grandes lignes, etc., ils peuvent enfin trouver un espace de paix par rapport à toute l'anxiété qu'ils ont par rapport à la cadre de vie, leur travail, etc. Et il y a un côté comique, mais il y a un côté aussi, on se dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça. Il y a une détresse aussi de ceux qui sont considérés comme privilégiés. Ouais, enfin, pour la première chose, pour faire propre, oui, j'ai rencontré ça aussi en France. Mais c'est la génération d'agriculteurs jusqu'à aujourd'hui, la dernière génération, il y a vraiment ça. On voit les gens qui sont à la retraite aujourd'hui, là où je vis, je vois certains retraités qui ont gardé quelques parcelles de terre et ils labourent tous les ans et ils ne cultivent rien. Pour faire propre. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est une idée loufoque. Donc ça, on peut arrêter facilement, je pense. Je sais pas, c'est tellement absurde. Après, c'était le deuxième, c'était quoi? Le deuxième, c'était se sentir utile. Se sentir utile, ouais. Parce que c'est ça un peu, c'est un peu aussi que si vous interrogez les grandes agricultures, dans l'agriculture industrielle, les agriculteurs, il y a souvent cet argument. Ah, mais il faut qu'on nourrisse le monde, hein. Il faut qu'on nourrit les gens, il faut qu'on produise, etc. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on leur a dit pour se justifier. Et eux-mêmes, ils soient. Voilà, c'est comme si. Il y a une croyance qu'on ne peut pas nourrir le monde, tout le monde, avec l'agriculture bio ou avec la permaculture. Et c'est tout le contraire qui est vrai.
Hein, ça a été prouvé aussi par des études de l'UNO, voilà, ça a été prouvé que, on le voit bien aujourd'hui, depuis qu'on fait quand même l'agriculture industrielle, on n'arrive pas à nourrir tout le monde. Et on voit là dans les situations de crise que c'est tout le contraire. Hein, il y a des familles qui se produisent parce qu'on a justement enlevé dans beaucoup de pays des gens de l'autonomie. Et on l'a fait par des moyens agressifs au niveau économique. Hein. Par exemple, les surplus de céréales des cultures européennes aux États-Unis, ils sont envoyés en Afrique à bas prix. C'est-à-dire, l'agriculteur là-bas, il ne peut plus concurrencer avec les prix parce que nous, les Américains, ils sont subventionnés dans l'agriculture. Il faut savoir ça. Un agriculteur en France, un agriculteur, il vit des subventions, il ne vit pas de son travail. Donc, si on lui enlève les subventions, moi, avec ma pioche et ma bêche, je peux le concurrencer. Mais tant que lui, il a les subventions et pas moi, non, je ne peux pas. Voilà, et c'est comme ça, cette situation, il est aussi l'Africain, le paysan africain. Oui, pour confronter ce que tu dis, j'avais vu un reportage une fois sur la permaculture, et en fait l'agriculture productiviste et intensive, elle est productiviste et intensive parce qu'il n'y a pas moins rentable que ça. Et la production à l'hectare de l'agriculture, comme aux États-Unis par exemple, elle est infiniment moindre que la permaculture par exemple. Ah oui, absolument. Mais moi je pensais que non, je pensais qu'avec tous les engrais qu'ils mettent, etc., ça rapportait énormément. Non, ça rapporte presque rien. Donc on est obligé du coup d'en rajouter et d'avoir d'immenses territoires qui rendent rien. Ouais. Très peu. J'ai entendu un agriculteur classique disant qui a défendu la grande agriculture. Il dit avec l'argument, il a dit pas de famine depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et ça, il dit, ça c'est grâce à cette technologie. Qu'est-ce que tu dis à ça? Les familles, ils ne sont plus chez nous. Ils sont ailleurs. Comme les guerres, ils ne sont plus chez nous. Mais ils sont ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les guerres d'aujourd'hui, c'est les guerres des autres. C'est nos guerres, à nous. Hein, on le voit bien là. C'est nous, les Européens. Hein, c'est pas, même l'Ukraine, là, c'est très proche, mais pourquoi c'est pas chez nous, pourquoi c'est à l'Ukraine? C'est parce que nous, on s'est débrouillé que chez nous, il n'y en a plus. Mais la Syrie, tous les guerres en Afrique, ça a quelque chose à voir avec notre thème, c'est-à-dire avec les ressources qui sont là. La Syrie, c'est quoi? L'Irak, c'est quoi? Tout ça, c'est les ressources en pétrole, etc., qui sont en cause. En Afrique, c'est aussi l'uranium, etc. C'est-à-dire, toutes ces guerres actuelles, c'est nos guerres. C'est pas, on ne peut pas dire il n'y a plus de guerre. Non, c'est pas vrai. Ils sont juste, on les a délégués aux autres. Et c'est encore plus dégueulasse, finalement. Parce que c'est nous les maîtres du jeu. Enfin, nous les Européens, enfin nous, nos dirigeants. Voilà. Excusez-moi, j'ai vu un reportage sur un certain Pascal Pot. Oui. Qui fait son jardin sans arroser, son potager du tout, depuis des années. Ouais. Est-ce que vous connaissez? Vous avez... J'ai vu des vidéos de lui, ouais. Oui, oui. Oui, c'est très intéressant. Voilà, ce thème-là, c'est très intéressant parce que, voilà, c'est aussi un des thèmes essentiels. Aujourd'hui, une des problématiques les plus essentielles, la semence. Hein, c'est vraiment au cœur ça devrait être vraiment au cœur de notre préoccupation. On en parle un peu, mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment.
Parce qu'aujourd'hui, les semences, ils sont capturés, ils sont en possession des multinationales. Et toutes les recherches qui sont faites au sein de ces grands groupes. Et il n'y a plus du tout de recherche de semences en dehors de ces grands groupes multinationaux. Et là, l'exemple que tu donnes, c'est quelqu'un, tout simplement, il essaie d'adapter une graine de tomates. Là, c'est essentiellement des tomates. Mais on peut imaginer ça pour toutes sortes d'autres légumes. De créer des variétés rustiques qui sont davantage armées contre les sécheresses. Voilà. Lui, il a tout simplement, tous les ans, il récolte ses graines, il arrose pas ou très peu. Je me rappelle plus s'il fait un peu d'arrosage au début quand il plante, mais après il laisse la plante et petit à petit, de génération en génération de graines qu'il réutilise, il a réussi, il a observé que les plantes, ils sont de plus en plus résistants à la sécheresse. C'est-à-dire, il arrose moins en moins et ainsi il peut avoir des récoltes. Enfin, il est dans une région quand même très sec, là, dans le sud de la France, dans les Cévennes, là, quelque part en dessous de. Je crois que c'est en dessous du Larzac, là. Au nord de Montpellier. Au nord de Montpellier, voilà. Et voilà. Et ça me fait dire qu'aujourd'hui, voilà, la semence, il y a des lois qui ont été faites, nationales, mais aussi supranationales, mondiales, qui font que voilà, aujourd'hui la semence n'est pas libre. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vendre des graines en disant que voilà, pour les semer. Il faut une autorisation, il y a plein de contraintes, il faut des contrôles, etc. dont nous n'avons pas les moyens, comme petits agriculteurs, de répondre. Voilà. Mais ce qu'il faudrait, c'est revenir sur cette façon de faire, c'est-à-dire que là aussi, c'est une question d'autonomie, c'est-à-dire que le jardinier, le maraîcher, ou peut-être dans ce cas-là, il faudrait se mettre ensemble dans une région pour se partager un peu le travail, mais le travail traditionnel de semences permet d'avoir des variétés, d'une part, qui sont adaptées au local, c'est-à-dire au climat et au sol dans lequel vous êtes, et qui sont aussi, on peut adapter cette semence de cette manière-là, comme ce monsieur-là. On peut mettre les semences, leur donner, leur faire vivre, voilà, des choses de génération en génération. C'est-à-dire que, par exemple, on va mettre une semence une fois dans une terre sableuse. La prochaine génération, on va la mettre peut-être dans une terre lourde. On va peut-être la mettre un peu en hauteur, dans les montagnes. Après, on va le faire dans la plaine, on va les cultiver, etc. C'est-à-dire, on va permettre à la semence de lui donner des expériences qui vont être génétiquement intégrées dans la semence, dans la graine, et qui va la rendre plus en plus rustique et plus adaptée à notre façon de cultiver dans des situations éventuellement extrêmes qui nous attendent. Voilà. Et ce qui est important, c'est, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, je parle là des légumes, mais ça concerne aussi le maïs, aussi des céréales, où on essaye
les grandes firmes multinationales, ils essayent de créer des graines, des semences qui ne sont pas reproductibles. Hein. C'est-à-dire, c'est ça le grand principe. Hein, sous prétexte que ça donne des avantages au niveau rendement, homogénéité ou autre, on crée, enfin, ça c'est la première étape, des choses qu'on appelle les F1, les hybrides F1, qui ne sont pas reproductibles. Hein, c'est-à-dire que ce sont des semences, vous prenez la semence, vous n'avez pas la variété que vous avez cultivée. C'est-à-dire c'est autre chose. Généralement, c'est quelque chose de complètement sans valeur qui va sortir, des plantes chétives qui ne poussent pas bien, etc. Parce que ce sont des semences qui sont basées sur un principe qu'on a découvert, qui est l'effet hybride. L'effet hybride, c'est vous avez une plante, une lignée ici, vous avez une autre lignée ici, et quand vous croisez les deux, vous avez ce qu'on appelle l'effet hybride. C'est-à-dire cet effet hybride, il vous donne une qualité nouvelle, mais elle donne cette qualité nouvelle seulement pour une génération. Si vous prenez la graine de ce croisement-là et vous la ressemez, vous avez un peu n'importe quoi. Vous n'avez pas cette même... Donc, ça fait que ce sont des choses qui ne sont pas faciles à reproduire pour un petit jardinier ou un maraîcher. C'est bien que ça rend les maraîchers dépendants des maisons de semences et ils ne sont pas autonomes. Et dans des situations comme en Inde ou en Afrique ou ailleurs, dans les pays pauvres, ça peut être dramatique parce que les agriculteurs deviennent dépendants des grandes multinationales et quand ils ne peuvent plus payer leurs semences, ils sont complètement dépourvus. Alors, évidemment, ce serait beaucoup mieux que ces paysans soient indépendants des multinationales en cultivant leurs propres semences et pouvoir les réutiliser eux-mêmes comme ils ont fait pendant des siècles avant. Voilà. Juste une remarque, c'est le problème des brevets sur le vivant, on parle de Monsanto souvent. Voilà. Et après, ces agriculteurs doivent payer des droits, en fait, en quelque sorte, comme un copyright que détiendrait Monsanto, on ne va pas la nommer. C'est ça. Je crois qu'en France, il y a plus que 7 variétés de blé, alors qu'avant, chaque village avait son blé, puisque le on le semait. Et c'est hallucinant, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des allergies, gluten, machin. C'est aberrant, quoi. Aberrant. Ça me fait penser que lors de la dernière promotion des ingénieurs agro, il y a une partie des élèves qui venaient d'avoir leur diplôme et qui ont décidé de quitter en fait le monde de l'agriculture tel qu'on leur représentait, tel qu'on leur a appris pendant ces années d'études et qui appellent à une forme de résistance, à aller sur d'autres métiers, type boulanger, à construire des autonomies locales, et ne pas contribuer à travailler dans cette grosse... Oui, j'ai entendu aussi cette information. Il y a 10 élèves qui ont rendu leur diplôme. Ils ne sont pas acceptés. Ils ont rendu leur diplôme et ils l'ont expliqué lors de la cérémonie là, c'est fort comme geste. Je trouve que c'est là où on voit aussi que il y a même à ce niveau-là, il y a des gens qui commencent à bouger. Voilà, c'est bien, hein, c'est à saluer qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Et je crois que il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte et là, à ce niveau-là, c'est d'autant plus important, hein, parce que ce sont des gens qui sont à la clé des décisions. Là. Avec le questionnement, est-ce qu'il y a besoin de faire bouger le système depuis l'intérieur? Des personnes qui ont des valeurs comme ça, qui ont cette conscience-là, et de faire bouger depuis l'intérieur, ou est-ce qu'il y a plutôt intérêt compte tenu de leur... Si je suis un élève de Agritech,
ben, j'agis comme ça, c'est très bien. Moi, de mon côté, j'agis sur mon environnement proche et j'essaye de créer un monde alternatif. C'est ça tout est bon à apprendre. Hein. C'est pas, moi, je ne vais pas dire telle action c'est mieux que telle action. Il faut commencer ici ou c'est commencer. Non, tout est bon. Hein. Il faut commencer partout. Et là où on est, il y a les gens qui sont plus des militants, donc ils peuvent lutter un peu comme ça. Et il y a d'autres personnes qui comme moi, j'ai plus organiser des choses au local, au niveau local, et créer des unités, des collectifs pour créer un monde alternatif. C'est ça ce qu'on est en train de faire avec Zen sur Terre, voilà. Ça c'est en ce moment, depuis quelques, ouais, ça fait maintenant presque un an qu'on a commencé ce projet. C'est un projet de communauté à la campagne, c'est-à-dire une ferme agricole sur laquelle on peut aussi rajouter d'autres activités que agricoles, mais le cœur doit être agricole. Et on est en train de dessiner un peu les contours de ce projet. Et voilà, ça avance petit à petit. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez laisser tout à l'heure votre adresse mail. C'est un projet on n'a pas encore de lieu où ça va se passer, mais on est sur le travail de conception, voilà. Un peu dans le sens de permaculture, voilà. De faire ce travail. Mais il y a peut-être d'autres questions? Oui. Quelle est la place de notre consommation carnée là-dedans? Oui, ça c'est intéressant parce que justement j'ai entendu une émission radio récemment là à France Culture où il y avait quelqu'un qui a fermement défendu que les enfants ils mangent de la viande 2 fois par jour. Hein? Sinon ils auront des carences en fer et de... Moi, je suis complètement scandalisé parce que c'est qu'on peut, sur un radio comme ça, diffuser des soi-disant informations scientifiquement prouvées comme ça. C'est vraiment une aberration. Et c'est là où on voit à quel point toutes ces histoires des experts scientifiques et tout ça, c'est un gros cinéma auquel on ne peut plus avoir confiance. C'est vraiment dramatique. Qu'on ne sait plus, même au niveau de la science, qui soi-disant soit objectif, hein, qu'est-ce qu'on peut croire, hein? Parce qu'il est évident, personnellement, on connaît plein de gens qui sont végétariens et qui n'ont pas de carence en fer. Enfin, moi j'en connais, c'est pas moi le premier, je ne mange pas 2 fois par jour et justement j'ai pas du tout ces problèmes-là. Et voilà. Ce qui est surtout, c'est pas le consommer la viande en soi. Moi, j'en consomme aussi. C'est pas vraiment le problème si ça se passe. Pour moi, c'est plus une question pour moi, c'est vivre avec les animaux et ce rapport avec les animaux aussi qu'après on va tuer et manger, me semble, faut pas prendre ça trop à la légère. Hein, c'est-à-dire que c'est quand même un acte qui demande beaucoup d'humilité et de respect. Moi, je pense que quand on mange de la viande, on a vraiment à développer une grande attitude de gratitude envers ces animaux qui
qui se sacrifient pour notre nourriture. Je crois que c'est ça qui est nécessaire à cultiver, et si on cultive cette attitude-là, je pense qu'on peut manger un peu de viande. Et je pense que globalement, pour se nourrir et aussi pour faire de l'agriculture, les animaux sont un des éléments nécessaires dans une agriculture. Ce n'est pas possible vraiment de faire une agriculture sans animaux, c'est très difficile. C'est-à-dire, tu peux détailler ça? Les animaux, dans le cycle d'une ferme, permettent de la fertilisation pour d'autres espaces. Hein. Et aussi, les animaux, ils valorisent des endroits, des prairies ou aussi des forêts. Ils les valorisent et ils peuvent transformer par exemple, la vache, elle transforme de l'herbe en protéines. C'est quand même, c'est un miracle. C'est complètement dingue. Donc, voilà, la vache, c'est aussi, c'est pas pour rien que la vache, c'est un animal sacré, parce que c'est vraiment l'animal qui améliore les sols. Hein, tous les autres, même les autres ruminants, beaucoup moins. Hein. C'est vraiment la vache qui peut vivre aussi toujours sur le même sol. Les chevaux sont des migrateurs. Hein. Ils passent, ils mangent, ils vont ailleurs, etc. Leur origine est différente. La vache, elle peut être sédentaire. Et donc, elle peut aussi, elle améliore les terres, parce qu'elle a la capacité de cette alchimie de pas seulement faire des protéines de l'herbe, mais elle aussi, avec ses excréments, elle peut améliorer la fertilité des sols sur lesquels elle vit. C'est-à-dire, c'est un peu comme la forêt qui génère de plus en plus de biomasse, c'est-à-dire qui est productif sans qu'on a quelque chose à apporter pour que ça se passe. Voilà, c'est-à-dire que c'est une augmentation qui part de rien. Voilà. Donc, pour revenir sur la question des animaux, évidemment, il faudrait diminuer de au moins 80% de l'élevage, hein, parce que, surtout aujourd'hui, avec tous les élevages, l'élevage industriel, on produit des céréales pour nourrir des vaches, par exemple, le maïs. Alors que la vache, normalement, elle mange de l'herbe, elle ne mange pas du maïs. Donc, on cultive plein de champs, des maïs, avec aussi des engrais chimiques, des pesticides, etc., pour nourrir. Et l'eau, oui, pour besoin beaucoup d'eau aussi, voilà. Et ça, il faut arrêter, c'est clair. Mais et on a bien fait le calcul quand vous... Oui, voilà, l'autre jour, là où je suis, on a fait une rencontre avec une association qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone. Voilà, inventons nos vies carbone. Tu connais? Ouais? Oui. D'accord. Ok, très bien. Ça, tout le monde devrait le connaître, hein, parce qu'il propose un outil pédagogique dans lequel il montre toutes nos activités qu'on fait, combien d'émissions de carbone ça implique. Et sur la viande, si vous prenez toute l'alimentation, voilà, ça fait ça. La viande, elle fait tout ça. Hein, si vous supprimez la viande, vous êtes tout de suite là. Hein, c'est-à-dire, parce que c'est ça qui demande le plus
d'énergie pour être produit. Voilà. Donc il est évident, c'est diminuer la consommation de viande globalement. Ça, c'est un des clés pour... si vous pouvez faire ça individuellement, ça c'est possible. Diminuer sa consommation de viande. Ça apporte vraiment quelque chose. Beaucoup plus que fermer le robinet quand vous brossez les dents. Hein. On peut faire les deux. Si on veut se concentrer sur ce qui est efficace, c'est bien d'avoir une attitude générale. Hein. C'est pas de discriminer les uns contre les autres, mais c'est bien connaître que quand même, là on peut vraiment agir. Et là c'est... Une question utopiste, mais pas du tout concrète ici maintenant, appliquée. Dans ce conflit entre nature ou naturel et technologie dont tu parles, est-ce que tu considères cela comme un conflit ou même une guerre, ou est-ce que les deux peuvent coexister? Et si oui, donc comment ça pourrait être possible? Ah oui, les deux peuvent coexister. Surtout, ça vous regardez sur Internet tous les petites vidéos sur low-tech, vous allez être surpris. Les vidéos sur le low-tech, low-tech, hein. Vous regardez tout, il y a aujourd'hui, il y a une créativité qui est là aujourd'hui, qu'on devrait largement soutenir, hein, parce qu'on voit à quel point on peut faire des choses, hein, avec très peu de moyens, et développer une autre culture au niveau de la technologie. Le long tech, c'est quelque chose de fascinant, hein, où on peut vraiment, avec des méthodes simples, on peut fabriquer des éoliennes, on peut soi-même, alors que les grosses éoliennes qu'on voit, c'est massif, c'est une dépense d'énergie incroyable pour les construire. Après, ça reste dans un système très centralisé, etc. C'est pas par là qu'il y a la solution. Hein. C'est dans cette technologie qui est très locale et qui est à la portée de tout le monde. Hein. C'est ça cette voie-là qui nous permet de rester dans cette dépense énergétique voilà, qui ne dépasse pas ce qui est soutenable. Voilà. Bah, ça va de... Là, j'ai vu aussi, il y a des systèmes pour produire, par exemple, son propre gaz, pour faire la cuisine, produire sa propre électricité en fabriquant soi-même des éoliennes, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles. Hein. Voilà. Et je crois que c'est simplement qu'aujourd'hui, il faut s'imaginer. Vous pouvez regarder vous-même, chacun, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, hein, toutes les activités qu'on a, qui sont tellement absurdes et qui servent tellement à rien. C'est incroyable, quand même. Hein. Moi, je dirais, tout ce qui est autour de la publicité, tout ce qui est autour aussi de l'informatique, de tous ces divertissements, tous ces trucs, enfin, il y a tellement d'activités, vous pouvez en trouver, hein, ce serait mieux de se concentrer sur ce genre de recherche aussi, qui est très ludique, hein. Enfin, là, il y a plein de gens qui font ça, qui sont là à inventer des petites choses mais on les trouve pas après, voilà, on trouve les recettes, mais on a besoin d'en faire une vraie culture. Hein, et non pas faire ça seulement, ah oui, c'est amusant. Non, hein, il faut le pas maintenant qu'il faut faire, c'est de faire rentrer ces choses-là dans une culture, dans notre culture du quotidien. Hein, c'est qu'on a les réflexes,
qu'on regarde à chaque geste qu'on fait, mais attends, est-ce que je suis dans les clous ou pas, là? Ou comment je peux faire autrement, là? Est-ce que là, je prends la voiture ou je marche à pied? Voilà, enfin, c'est plus simple. Là, est-ce que j'utilise cette machine-là ou je coupe plutôt à la main? Voilà, enfin, c'est comment cela. Et intégrer des petites choses technologiques là-dedans et en s'habituer à... Voilà. Évidemment, ça demande un peu une autre organisation de la société. Il faudrait sortir de la spécialisation. Ça me questionne sur le lien entre l'autonomie et l'interdépendance. Je pense aux moines bouddhistes qui vont aller chercher de quoi manger avec leur bol et ça permet d'incarner, disons, l'interdépendance et de ne pas être autonome justement et de tout faire tout seul, mais d'être dans un lien d'interaction, de résonance, voilà, pour vraiment vivre, disons, l'interdépendance. Et donc j'entends qu'il y a une forme de recherche d'autonomie qui passe aussi par l'interdépendance avec la nature, avec les sols, avec la terre, avec le local, mais ça me questionne par rapport à ces deux notions-là, disons, d'autonomie versus interdépendance qu'on trouve dans le bouddhisme d'impermanence et d'interdépendance d'ailleurs. Ben, je pense que l'autonomie n'est pas possible, enfin c'est pas une proposition de moi je suis autonome, hein, c'est pas ça. Non. Je fais tout moi-même, voilà, je suis fort. C'est pas ça l'autonomie, c'est tout simplement se responsabiliser pour sa vie et chercher le plus possible, bien sûr, avec ceux qui me sont proches, ou même ceux qui me sont loin, de coopérer, mais toujours dans le sens de l'autonomie. C'est-à-dire que même, c'est-à-dire que ça part de nous, hein, de l'individu au petit groupe, vers le collectif, le village, etc. Mais c'est que ça part de là. Hein, que c'est pas Macron qui va décider pour notre vie. Hein, c'est nous. C'est nous, là où nous sommes. Voilà. C'est ça l'idée de l'autonomie. Et l'interdépendance, justement, c'est indispensable. Et c'est ce qui est le pendant de l'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie sans interdépendance, sans que travailler ensemble, sans coopération, sans justement se mettre pas seulement en interdépendance avec la nature, mais aussi avec les autres êtres humains. Des semences tout à l'heure. Oui, voilà, à tous les niveaux, ça demande une coopération. C'est-à-dire, on est interdépendant, on est aussi dépendant des autres. Hein. C'est pas, on ne peut pas être indépendant complètement. Sinon, c'est bon. C'est pas le survivalisme. Hein. C'est pas. Là, il y a un salon survivalisme. Je sais pas. C'est pas faire un bunker et stocker les aliments, et s'acheter des fusils pour. Voilà, c'est pas ça l'autonomie. Hein. Enfin, c'est pas l'autonomie dont je parle. Voilà, c'est une aberration. D'autant plus qu'on ne peut pas tout cultiver dans chaque pays. Nous, on ne peut pas cultiver le café, le cacao, et les gens qui font le cacao, oui. Peut-être pas. Voilà, c'est toujours une question. Mais moi, je trouve que on peut continuer de boire du café. Et là, je suis en contact avec des gens qui vont envoyer là-bas pour le chercher. Voilà, c'est une façon de low-tech, hein. Voilà, quand même, on n'est pas obligé. Et par exemple aussi par rapport au voyage, on peut voyager loin. Hein, même il y a quelques siècles, les gens ils sont allés loin, ils se sont pris le temps. Hein. Et là, pour aller loin, on peut voyager. Hein. Il y a Alina qui est allée en transsibérien jusqu'au Japon, par exemple. C'est possible. On se prend le temps. Hein. Il faut 2-3 semaines et on voyage. Et là, on voyage autrement aussi. Hein. C'est-à-dire que
C'est pas, youp, je vois quelque part, j'ai rien vu en fait, je reviens. Non, là c'est un voyage qui est un vrai voyage, une vraie rencontre, un vrai. Voilà, tout ça c'est. Mais disons que quand même, 90% de notre nourriture, elle peut être cultivée, moi je dirais, à 50 km autour de nous. C'est possible, moi je vois là où je suis, je regarde tout ce qu'il y a, les légumes on les a, les légumineuses on les a, au niveau des céréales on a tout, sauf le riz. Enfin, pour les gens du Seine c'est un peu frustrant, on ne peut pas manger de riz, enfin, c'est pas cultivé. Mais on a le quinoa, on a le blé, on a le seigle, on a l'orge, on peut se nourrir avec tout ça, le sarrasin, enfin c'est très varié. Et tout ça dans la région, on peut le cultiver. Actuellement, il y en a 2 ou 3 qui font ça, mais s'il y a 2 ou 3 qui peuvent le faire, tout le monde peut le faire. Hein, c'est pas, eux, ils n'ont pas des sols particuliers ou des climats particuliers. Donc, dans chaque région où on est, on peut largement subvenir à ses besoins en nourriture en 90%. Et le reste, après, c'est tout à fait possible de voyager un peu et de faire venir avec des moyens simples, etc. Il faudrait remettre les canaux aussi en route et tout ça. Enfin, il y a des moyens de transport qui peuvent être, même les chevaux, et pourquoi pas, hein. Ouais. La démarche de frugalité heureuse, responsable et coopérante que tu incarnes, on voit qu'elle se développe, il y a plein d'individus qui vivent ça, ça se connecte en réseau, il y a des associations, il y a une prise de conscience, etc. D'accord ? Ton SAMU est à l'origine de ça. Il y a des gens qui sont dans un autre SAMU, qui sont des hommes politiques ou qui sont des influenceurs qui orientent les choix de législation, de normalisation. Et on a bien vu dans ton explication que les lois, les normes viennent rencontrer cette démarche de frugalité heureuse, coopérante et responsable, et soit orienter les esprits pour les en détourner, soit leur mettre des obstacles pratiques. Et au fil de ton exposé, j'ai vu dans ma tête défiler tous les ministères. Pas que le ministère de l'Agriculture, mais le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères. Ils y sont tous. Finalement, les choix politiques qui orientent toute l'action de notre État puis des États environnants, y a-t-il, en résonance avec ton SAMU, des individus ou des courants qui se situent dans la même dynamique? Dans les hommes politiques, dans les courants politiques, est-ce que tu as perçu une résonance de ton discours et de ta pratique avec certaines tendances, certains messages? Enfin, pas dans les mouvements qui sont présentés là et qui sont présentés, moi je vois aucune. Là, actuellement, je vois aucune. Le mouvement que moi, je me sens le plus proche, c'est celui de la décroissance, mais elle n'est pas représentée politiquement, vraiment. Hein, elle est très marginalisée, elle est même... on en parle beaucoup, mais plutôt dans le sens négatif, comme si ce serait... une écologie, comme on dit, punitive, etc., qui font... Les Khmers verts. Pardon ? Les Khmers verts. Les Khmers verts, etc., voilà, c'est très... Voilà. Et tu ne peux pas imaginer, pour donner suite à ce qu'il a dit Patrick, que dans la haute ou dans la moyenne sphère de la politique ou de l'industrie, on cherche des visions comme toi tu le portes, mais on ne trouve pas. Parce qu'on est trop... Tu vois, une fois je travaillais... Si, il y en a. Enfin, il n'y a pas des mouvements, mais il y a des personnes. Ça existe. Hein. Même dans ces sphères-là, il y a des personnes qui
qui sont sensibles et qui sont dans cette prise de conscience. Mais je ne vois pas de mouvement. Tu sais, une fois, je travaillais dans une ferme en Afrique du Sud-Ouest, et je participais à une réunion des agriculteurs blancs. Et pour eux, la grande thématique, c'est comment ils peuvent partager leur terre, le pays entier en fait, avec les Blacks, avec les Africains noirs. Parce qu'ils ont dit, si on ne fait pas ça, ça va nous arriver comme on ne sait pas, on va nous couper la tête. Un jour, et c'est aussi des gens bien dans la tête, mais ça c'était le moteur principal. Et eux, ils ont dit, on ne trouve pas, on n'arrive pas, on essaie à communiquer, on arrive à monter, mais ce sont des mondes trop loin, trop éloignés. Et on cherche des Africains, des tribus originaires, avec qui on peut collaborer, mais on ne trouve pas. Je peux apporter un témoignage là-dessus par rapport aux hautes sphères, un double témoignage. Le premier, avec des entreprises là, qui se sont rassemblées, il y a 150 dirigeants d'entreprises en France, ça s'appelle la Convention d'entreprise pour le climat, qui suivent 6 sessions, donc c'est les dirigeants des grosses entreprises qui représentent à peu près tous les types de taille, types d'entreprises en France. Première session, ils ont pris une claque, une gifle climatique assez forte. J'ai pu voir vraiment des dirigeants pleurer, des dirigeants être bouleversés de ça. Et là, ils travaillent sur leur feuille de route pour devenir le plus possible régénératif, c'est au plus proche de la Terre, en fait. Et donc, il y a vraiment des entreprises qui cherchent, y compris des grosses entreprises, qui cherchent à faire bouger leur business model, peut-être même à fermer forcément certaines activités parce qu'ils se rendent compte que ça détruit. En lien avec d'autres associations comme ça, ils ont lancé une pétition là, pour lancer 20 heures de formation pour le président, le prochain Premier ministre et le gouvernement. 20 heures avec le Shift Project, la personne, là, Jean Covici, qui parle des esclaves, et puis la CEC, donc la Convention d'entreprise pour le climat, et d'autres associations pour apporter cette conscience-là. Donc il y a vraiment un mouvement. Du mal à comprendre que cette conscience-là, elle n'existe pas. Ça fait des années et des années et des années et des années que tout le monde le sait. Et les entreprises le savent même avant nous. Tu veux qu'ils viennent pleurer et se disent « Oh mon Dieu, je comprends pas ce qui se passe. » La question que ces CEO, comme moi j'ai ces agriculteurs là en Afrique, qui trouvent des bonnes personnes, parce qu'ils viennent quelque part de monde très très loin. Et il faut qu'eux ils font le travail de s'approcher. Mais peut-être aussi pour nous, là, c'est le moyen de dire ok, on est là et là il y a des solutions. Je pense, par rapport à Cathy, c'est vrai et c'est pas vrai. On est au courant et pas au courant. Parce que moi j'ai remarqué là, quand on montre la fresque du climat, ou cette initiative Inventons nos vies bas carbone, on se rend compte que la plupart des gens, ils ne sont pas conscients. Tout le monde est conscient, il y a un problème, il y a un gros problème quelque part, mais d'être conscient aussi concrètement qu'est-ce que ça veut dire, hein, où est concrètement le problème, les dimensions dans lesquelles c'est-à-dire de dire il faut descendre de 80% l'énergie. Mais c'est énorme. C'est-à-dire, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement si on se rend compte de ça pour soi personnellement? C'est tellement énorme que la plupart des gens, ils ne savent pas ce que ça implique. Hein? Tu sais, réellement, on le sait. Parce que tant que tu n'es pas touché toi-même et que tu t'imagines que le changement climatique, c'est pas grave, 1 degré, je vais enlever un pull. C'est ce qu'on me dit, hein, 1 degré. C'est ça. Et tu ne vois pas le schéma dans son ensemble, ce que ça veut dire 1 degré pour la planète, pas pour moi, pas pour ma région, pas pour mon pays. C'est aussi changer complètement de système et se rendre compte qu'on fait tous partie, justement, c'est l'interdépendance. Que si le paysan en Bangladesh est touché, moi je suis touchée de la même façon. Mais lui, il en souffre beaucoup plus que moi.
Oui, Donc il y a aussi une espèce d'égalité de la souffrance. Ouais. Si nous, on peut être connecté à ce paysan qui est là, et s'imaginer ce que ça peut dire pour lui, alors là, moi, je vais faire drôlement attention. Parce que je vais être connecté directement avec cette personne qui est à 10 milliers de kilomètres de moi. C'est aussi de cette façon-là qu'il faut revoir le problème. C'est-à-dire qu'on est vraiment, pour moi, la clé, c'est vraiment ça, c'est l'interdépendance. On est tous connectés, qu'on le veuille ou pas. Et la vie n'existe pas autrement que comme ça. Donc, oui. Et ça, je pense que après, les décideurs, eux, ils savent le mal qu'ils font, si tu veux. Et la COP, la première COP, elle a eu lieu il y a très longtemps. Il y a plus de 20 ans. Il y a eu le temps, donc c'est les têtes pensantes, elles savent tout ce qui se passe. Elles ont les éléments. Il y a le GIEC qui est là, qui font des rapports tous les ans. On ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Enfin, peut-être que ça. Mais souvent cognitivement, mais dans leur cœur. Dans leur cœur, j'imagine, mais bon. Pas Tu veux pas forcément tous. toujours. Après, je peux mettre tout le monde dans le même sac. À un niveau décisionnaire de l'État, les informations sont là, elles sont là depuis longtemps, on le sait. Ouais, depuis les rapports Meadows, depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je serais curieux d'en savoir un peu plus sur ton projet, sur le projet là. L'aide sur Terre. Oui, c'est la suite d'une réflexion sur la permaculture et qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin aussi, c'était l'origine, c'est Alina qui a fait avec moi le projet permaculture à la Gendarmière, puis on a proposé, voilà, il y a Cathy qui fait partie du projet aussi. Et donc l'idée, c'est de créer un collectif qui essaye de construire déjà au niveau du collectif, mais aussi s'implanter dans une région. Mais le début, c'est un lieu, une activité agricole, d'autres activités pour faire vivre les personnes qui vivent là, et s'impliquer dans la région où on est pour œuvrer ensemble voilà, à tout ce qu'on a dit là. Voilà, la descente énergétique, l'autonomie, etc. Voilà. Et le principe de base, enfin, ce qui est la base, on veut faire vivre un lieu dans lequel il y aura la pratique du zazen. Voilà. Sans que ça soit un temple. Voilà, c'est pas une idée de vie monastique, c'est simplement pratiquer quotidiennement, proposer du zazen et c'est nourrir de cette pratique, parce que je pense tout ce qu'on a dit là sur les changements, etc., ce qui peut nous nourrir, ce qui peut nous donner du courage aussi pour œuvrer dans ce sens-là, c'est la pratique du zazen. Donc pour nous, c'est ça qui va être au centre. Et après, voilà, de construire autour de ça toute la vie avec tous ses aspects. Voilà. Et pour l'instant, on cherche des gens pour les noyaux durs, c'est-à-dire qui ont le temps et qui ont voilà, parce qu'on n'est pas suffisamment de personnes qui ont le temps de participer à le montage du projet, parce qu'il y a beaucoup de choses à monter déjà, avec toutes les questions autour de ça, qui sont de l'ordre technique, administratif, financier, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses à discuter et à déterminer, à aussi clarifier, voilà, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qu'il y a aussi des questionnements
sur vers où on veut aller, quelles sont nos grandes valeurs, quels sont nos grands principes, etc. Voilà. Alors, s'il y a des personnes qui se sentent appelées à participer, c'est bienvenu. Sinon, voilà, vous pouvez aussi laisser simplement votre adresse mail pour être informé sur l'avancement du projet et éventuellement participer plus tard, soit comme membre de la communauté, soit comme une personne qui vient passer quelques temps avec nous, puisque ça sera très clairement un lieu aussi où on espère qu'il y a de nombreuses personnes qui passent, qui nous donnent un coup de main et qui repartent aussi enrichis de l'expérience qu'ils peuvent faire dans ce cadre-là. Ça répond un peu plus à la question. Il y a des gens qui vivront dans cette école-lieu, des personnes qui passeront, qui à travers au centre, en Zazen, et à partir de cette année. Ça sera un Zazen proposé, ce ne sera pas obligatoire comme dans un monastère. Ça sera ouvert et ça sera aussi ouvert à d'autres personnes qui ne pratiquent pas forcément le zen. Mais ça sera quand même voilà, des gens qui sont sensibles quand même à la spiritualité. Voilà. C'est ça ce qu'on voudrait rassembler et faire vivre. Ouais. Merci beaucoup pour ta présence. Mais merci à vous et voilà, à une autre fois et à une autre rencontre. Et bon cheminement pour tout le monde. Merci. Merci.